Bienvenue à cette émission Spiritualité. Je suis en studio avec Marie-Josée Roux. Marie-Josée Roux, elle est mère de famille, elle est grand-mère, et puis le comble, elle est psychoéducatrice. Alors, c'est une proie facile pour quelqu'un qui aimerait s'instruire de ce que c'est que la vraie vie de famille, qui est faite souvent de reproches que les enfants adressent aux parents. Des exemples, Marie-Josée? Il y en a de toute nature, puis ils dépendent de l'âge aussi des enfants. Quand les enfants sont petits, normalement, c'est t'es pas fine, puis je t'aime plus, ça peut arriver. Mais quand les enfants sont à l'âge adulte, puis qui sont matures, puis qui font des reproches, ben là, ça n'a pas la même portée. Ça ne doit pas avoir la même portée, ni non plus la même... c'est pas la même... Parce qu'un enfant passe rapidement du tout au rien, là, et d'une émotion de joie, d'émerveillement très positive à drame total, plusieurs fois par jour même, je dirais. Mais quand on reçoit des reproches de la part d'adolescents, c'est une autre chose dans le sens où, à l'adolescence, on critique, on remet en question l'ordre établi, puis c'est la satisfaction du besoin qui prime. Ça veut dire que tout ce qui me contrarie, qui frustre mes désirs de m'auto-déterminer, là, ça devient des frustrations qui sont dérangeantes, puis je peux réagir en reprochant à mon parent de bien m'encadrer, de ne pas me laisser, je dirais, m'enfoncer, c'est ça. De m'avoir trop laissé de liberté. Il y a les deux natures, mais en fait, à l'adolescence, l'enfant, c'est rare qu'il va rouspéter d'avoir trop de liberté. Plus tard, par contre, et c'est probablement là que tu veux, de cette période de l'âge adulte dont tu veux parler. Mais pas tout de suite. Il y aura les reproches qui viendront avec la sorte de parent, je dirais, qu'on devrait être. Alors, on en reste d'abord aux reproches des ados faits aux parents. Ces reproches-là peuvent aller jusqu'à l'âge de 15-20 ans. Alors, des exemples de reproches, Marie-Jo? En fait, je dirais encore plus que ça, dans le sens où il y a une certaine façon de ne jamais maturer et de rester. Il y a des gens, des adultes, qui vont rester dans des comportements d'adolescents toute leur vie, qui atteindront jamais une pleine maturité adulte. Ces gens-là vont garder des comportements de reproches semblables à ceux qu'ils ont à l'adolescence, mais souvent, ils peuvent prendre ces reproches-là qu'ils pourraient faire à leurs parents et les projeter chez leur conjoint. C'est-à-dire qu'ils cherchent d'abord un parent parce qu'ils sont des adolescents. Ils cherchent des conjoints qui vont devenir leurs parents ou leur père ou leur mère et qui vont avoir idéalisé. Puis, ils vont leur faire le même genre de reproches qu'ils auraient fait à leurs parents. Alors, des exemples de reproches, Marie-Josée? Tu me donnes trop de restrictions. Je suis obligée de rendre compte de mon temps. Je ne peux pas avoir pleine, entière liberté sur toutes mes allées et venues. Ça, c'est les ados, là. Souvent, on met des heures de rentrée, des heures de sortie. On contrôle aussi l'Internet, les heures passées sur les sites. On contrôle les sites visités à l'ordinateur. On contrôle aussi un peu les amis, les fréquentations, les heures de rentrée, les heures de coucher. On pose des questions sur l'alimentation, sur l'alcool, maintenant sur le cannabis. Il y a toutes sortes de règles qu'on installe pour le bien vivre ensemble parce que les adolescents, ils veulent... Le propre de l'adolescence, c'est de défoncer des barrières, c'est de faire des expériences, puis c'est surtout de défier un peu les règles, puis la loi, puis l'ordre. Et puis plus tard, ça va être dit, tu m'as jamais aimé. Oui, mais... Tu m'as jamais pris dans tes bras.
Ça existe. Il y a des adultes qui reprochent à leurs parents la froideur de leur éducation, leur manque d'affection qu'ils ont pas reçu, qu'ils auraient aimé avoir. Parce que chaque enfant se construit une D'accord, espèce... mais tu avais aussi des préférés? Oui. Tu ne m'as pas traité comme les autres. J'avais moins, j'avais plus, j'avais autre chose. Parce que, tu sais, il y a même dans le fait de recevoir, d'avoir l'impression ou d'avoir la perception d'avoir reçu plus que les autres, ça peut être embêtant pour un jeune, même un adulte. Parce qu'il peut être l'objet de critiques et de jalousie de la part de ses frères et sœurs, même si c'est lui qui est le chouchou, entre guillemets. Et puis, tu n'aurais pas dû divorcer? C'est ça. Voilà. Il y a de sorte qu'il y a plusieurs natures de reproches. Il y a des reproches qui sont sur des impressions, des sensations ou la perception qu'on fait des événements. Il y a des faits, on peut les lire pour soi ou contre soi. Par exemple, tu m'as donné 100 $ à Noël. Je peux dire j'ai été chanceux compte tenu de ton budget. Je peux dire j'ai été malchanceux compte tenu de ce que tu as donné aux autres. Bon, on lit un événement à la lumière des faits, mais on l'interprète ensuite. Mais il y a la nature de certains reproches qui sont des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, on est passé au feu. Tu n'aurais pas dû... c'est un événement. Ce que tu vas faire, la perception que tu vas en tirer, le rôle de ton parent dans ces circonstances-là, comme jeune, puis comme adulte ayant vécu cet événement-là, tu ne peux pas changer grand-chose au fait d'avoir eu un incendie, mettons, ou bien un accident de voiture qui t'a laissé paralysé. Il faut faire attention à la nature des reproches avant de se culpabiliser. Il faut faire une belle lecture. On doit prendre en compte tous les éléments pour bien lire. Et quand reproche. Les enfants idéalisent les parents puis qu'ils découvrent... Nécessairement, tous les enfants partent avec l'idée, tout jeunes, qu'ils ont les meilleurs parents au monde. Ils ont une idée très, très, très idéalisée de ce que leur parent est. Au départ, il doit pourvoir à tous mes besoins, puis je vois pas comment il va arriver à me manquer quelque chose. C'est au fur et à mesure qu'on expérimente la frustration ou le manque que là, on découvre que notre parent, il est peut-être pas parfait, puis qu'il va pas réussir à combler chacun de mes besoins, ne serait-ce que les besoins affectifs. Parce que même si mes besoins de me vêtir, de me loger, de m'alimenter sont comblés, il y en a d'autres qui sont secondaires à la survie, qui sont tout aussi importants. Alors, autant elle est mise sur un piédestal, autant elle le déboulonne. Ben voilà. Freud appelait ça l'affectivité ambivalente. Autant j'ai aimé mon père, autant je peux le détester. Ben, c'est souvent, plus je suis impliquée émotivement, plus la frustration me cause un déséquilibre, un manque. Si j'ai l'impression d'avoir manqué de quelque chose, plus j'aimais, plus ça fait mal. Mais il n'arrive pas que des parents jouent le jeu à savoir que c'est quelque chose, d'être un surhomme pour le petit? Bien sûr. Des parents qui refusent de voir grandir leurs enfants, qui les infantilisent, qui les gardent bébés petits parce qu'ils ont tant besoin de moi. Ça peut être un reproche qu'on va leur adresser tôt ou tard, c'est-à-dire, j'avais aucune possibilité de devenir autonome. Tu étais là à pourvoir à chacun de mes besoins. Et quand le garçon a 25 ans, dire, mon petit, aimerais-tu faire un voyage en Europe pendant 3 mois? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le chèque devient un licou qui attache le petit. Exactement. C'est très subtil. Viens, ma petite, on va te trouver un appartement. On va te le meubler. Je vais le meubler pour toi et tu vas devenir autonome. Oui, c'est moi qui trouve, c'est moi qui meuble, puis tu vas être autonome. Youpi! On peut encore entendre des reproches de la part des enfants. Sur le choix des amis, sur le choix des amoureux.
des parents aussi dans les situations où la vie affective n'est pas avec toute la vie avec le même conjoint. Il y a plein de reproches qu'on peut faire à ses parents par rapport à la fratrie. Il y en a qui vont dire « j'ai eu des frères et des sœurs ». Il y en a qui vont dire « j'en ai pas eu ». Il y a des choses pour lesquelles... Il y a toujours moyen de se sentir privé par quelque chose qui nous a manqué ou qui a débordé, c'est-à-dire aussi ça peut être le nombre de déménagements, ça crée des frustrations, des déséquilibres, des insécurités, le changement de travail, des événements, la grand-mère qui débarque à la maison parce qu'elle est plus autonome, parce qu'elle a besoin de soins. Ça peut être le temps qui n'est pas partagé également entre chaque enfant. Ça peut être les moyens financiers qui ont permis à un d'étudier, à l'autre de... Bon, il y en a des sources de frustration tous les jours. Mais Freud disait qu'un enfant pas frustré est un enfant pas élevé. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on fait attention pour pas frustrer le petit. Oui et non. Parce que... Comment oui et non? Tu me frustres? Il faut faire attention. J'ai plus de parler. Non, mais il y a moyen de frustrer les enfants d'une façon très... je dirais... pédagogique. Voilà, ça c'est un très beau mot que j'aurais pas trouvé. Merci. Je te retème. Oui, dans le sens où quand tu installes très progressivement des règles qui sont semblables, le jour où tu veux laisser un petit peu de plus d'autonomie, c'est plus facile que si un jour tu décides que là, oups, t'as laissé aller. Puis là, tu te rends compte que ta formule est pas bonne parce que l'enfant devient détestable, je dirais, ou invivable, ou parce que l'éducation d'un parent, là, ça sert à ce que la personne soit capable de survivre et de respecter les règles de la société. Alors, toute l'éducation doit se faire pas nécessairement juste à partir des besoins de l'enfant. Mais lui, l'enfant, dans sa petite tête, il est le nombril du monde. Il est il est le seul élément autour duquel tout doit tourner. Alors, il peut arriver qu'il soit un peu frustré quand le boss veut dire « c'est moi qui ai le boss ». C'est là qu'il est la porte. Mais oui, mais qu'en est-il maintenant si, dans un moment de colère, le père, la mère jamais, le père a élevé la voix? J'ai un exemple, un enfant qui était très soumis avec 4 ans, mais un jour, je ne sais trop pourquoi, il y a eu un mouvement de rébellion. Le père lui a dit « écrase ». Le mot est resté dans sa mémoire, puis à 64 ans, il a dû avoir besoin d'un psychologue. Personne n'est à l'abri de ces espèces d'événements surprises et personne n'est exempt d'en créer chez l'autre. Sans qu'on sache trop comment ni pourquoi, ce qu'un événement représente pour l'autre, on n'a aucun contrôle là-dessus. L'enfant aurait tout simplement pu décoder ce mot-là, ce geste-là d'une autre façon, de façon à apprendre quelque chose, mais là, pour lui, ça a été un événement marquant qui l'a tellement surpris que ça s'est retourné contre lui. Ça aurait été beau si le petit avait dit « Papa, quand tu es rougi, que tu es beau. » Mais ça, c'était peut-être... Non, mais ça, on peut pas présupposer de la réaction. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Oui. C'est beau.
suis en studio avec Marie-Josée Roux. Elle nous parle des reproches que les enfants peuvent adresser aux parents. Il y en a tellement que, ma grande foi, je suis quasiment heureux d'être célibataire. Marie-Josée, d'où vient cette espèce de culture de reproche? Est-ce que ça vient de la culture générale où l'on voit ce qui ne va pas dans le monde? Peut-être. Ça, c'est pas anodin. C'est une des raisons, des réalités. Maintenant, on critique tout. Mais je vois là deux choses très importantes à dire. Quand on a un reproche sérieux, qui n'est pas juste une culpabilisation, mais qui est un désir, parce que il faut comprendre que déjà, dire à son parent sérieusement, dans un mouvement de vérité ou dans une recherche de la vérité, tu ne m'as pas donné ce que j'attendais de toi, c'est déjà vouloir conserver un lien. Parce que l'enfant qui ne veut pas conserver de lien, même s'il est adulte, là, on parle d'un adulte, il va simplement devenir indifférent, s'éloigner, puis éviter tout contact avec son parent. Alors là, on peut dire que c'est radical, il n'y a plus de relation possible. Mais quand on adresse un reproche à ses parents, il y a comme une attente derrière le reproche, c'est « donne-moi une bonne raison pour laquelle tu faisais ça ». Essaie de m'expliquer pour que je comprenne. Quand il y a la possibilité de la conversation, s'il n'y a pas moyen de converser, que c'est une pluie d'insultes et de reproches sans possibilité de discussion, d'excuses ou de toute autre forme de remédiation ou de réparation, c'est gratuit, je dirais, peut-être infondé ou peut-être fondé, mais s'il n'y a pas moyen d'en discuter, ben on attend, on revient, on continue. Mais en général, le reproche, c'est une façon, il y a encore un lien. Marie-Josée, ça me fait penser à des itinérants. Oui. Quand ils ont un lien encore avec la société. Oui, c'est ça. Peut-être la statue de Saint-Joseph dans ses guenilles, une lettre de sa mère, l'adresse de quelqu'un. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose à défendre. Il y a quelque chose à cacher. Il dit des mensonges. L'itinérant qui n'a aucun lien avec la société, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à promouvoir, il dit la vérité. Il faut se méfier des gens qui disent la vérité. J'ai appris ça à les fréquenter. Oui. Mais c'est quand même un peu ce que tu es en train de me dire. Un enfant qui fait des reproches, souvent... C'est un bon signe. Ce qui est caché derrière, c'est « peux-tu m'expliquer? J'aimerais faire la paix avec cette histoire, avec mon histoire, puis je comprends pas. J'arrive pas à être serein dans ma personne, dans mon souvenir, dans mon histoire. » Ah, tu me perturbes. Je t'explique. Oui, mais voilà. J'ai jamais fait de reproche à mon père. T'avais peur? Ou tu savais que c'était une fin de non-recevoir? Ou tu savais que ton père ne le prendrait pas parce qu'il ne peut pas avoir fait d'erreur? Bon. Moi, je pense qu'un enfant qui ose reprocher un enfant, je parle d'un adulte qui est en position, qui est l'enfant de quelqu'un. Je donne la réponse à ma question. Vas-y. Je voulais garder les deux oreilles. Oui, c'est ça. Il m'en a manqué une. Ben voilà, ça, on va en parler tout à l'heure, si tu veux, Gérard, la réaction. Mais déjà, si on arrive à décoder dans le reproche de l'enfant le désir de dire quelque chose d'important sur sa relation avec le parent qui l'accuse, il veut possiblement faire la paix avec son histoire, comprendre, essayer de trouver des explications, valider des faits ou valider des perceptions de faits. C'est déjà une belle démarche, moi, je trouve, de possibilité de rétablir, de repartir sur d'autres bases. Il donne à ce moment-là l'occasion d'explication, l'occasion de repentir,
l'occasion de s'excuser ou on rate l'occasion puis on dit « j'ai jamais fait ça ». Alors, pour aller un peu plus loin, si le reproche est fait par écrit. Ben voilà. S'il est fait par écrit, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs, je dirais, niveaux de reproche. Il y a celui qu'on fait dans un élan émotif, de colère ou sous l'influence de l'alcool, de la drogue, ou qui vient dans un instant, puis qu'après est rapidement regretté, puis qui fait l'objet d'excuses. Bon, ça, c'est un reproche, je dirais, qu'on peut qualifier d'erreur ou il est peut-être fondé, mais il l'est peut-être pas non plus. Ça dépend peut-être de la personne qui était un peu nerveuse à cause de sa santé, à cause du surplus de travail. Bon, il y a des reproches qui peuvent être des espèces d'appels à l'aide. Je suis en détresse, je suis surmenée, je suis fatiguée, qui peuvent être simplement des mouvements aussi de colère. Bon, ceux-là, on peut-tu les excuser rapidement, passer à autre chose, puis continuer d'entretenir une belle relation? Il y a ceux, comme tu dis, qui peuvent avoir été mûrement réfléchis, qui sont écrits, qui demandent une réponse réfléchie, qui demandent d'être écoutés, accueillis parce qu'ils ont été mûrement réfléchis, puis les mots ont été choisis par écrit. En général, tu as pris le temps de réfléchir, tu as pensé, tu as plusieurs attitudes à éviter seraient de les prendre à la légère, serait de nier les faits, serait de dénigrer la personne qui a fait cette démarche-là, serait aussi de ridiculiser une démarche en disant oui, mais on va en reparler plus explicitement. Oui. Mais si le reproche revient aussi souvent. C'est-à-dire que un reproche qu'on vous ferait, par exemple, par écrit, doit être traité de façon à ne plus revenir dans la conversation. D'accord, mais si dans la conversation, ça revient constamment. Je parle d'un reproche qui n'a pas été fait par écrit. Okay. Sur le coup de la colère, par écrit, ou bien non, reproche qui revient. C'est vrai. Tu finis par comprendre. Il y a une autre nature de reproche. Il y a le reproche qu'on fait systématiquement à chaque fois qu'on discute. Celui-là, il faut absolument... Non, mais il est d'une autre nature. Oui, c'est ça. C'est pas de même nature, dans le sens où il est important de se poser la question, est-ce qu'il est fondé sur des faits ou s'il est simplement devenu une façon d'entrer en relation. Là, je me mets à marcher sur les œufs. C'est vrai. De toutes les missions, on marche sur des œufs. Un homme dit à sa femme... Oui. Ah oui. Tu me l'as déjà dit. Quoi? Lorsqu'on est sorti du buffet, tu as aidé une femme à mettre son manteau et moi, tu ne m'as pas aidé. Oui, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Un mois après, bis. Oui. Non, c'est une raison pour laquelle je ne me suis pas marié. À savoir que tu m'en as parlé une fois, c'est clos. Mais est-ce que ça arrive que les femmes ont ça un peu plus difficilement, le motto en passé? Je t'avoue que moi, j'ai une grande réserve par rapport aux stéréotypes. Exact, aux attitudes je réservées le savais, aux j'ai femmes. eu la précaution de... Je vois que ma précaution a été inutile. C'est-à-dire, ça peut arriver. J'ai lu ça dans L'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Alors, il ne faut pas me contrarier. Alors, tu as ta source. Je me fie sur elle. Mais il y a si on parle des relations parents-enfants, oui, ça se peut que les garçons soient plus sensibles à certaines... Alors, je viens de me remettre à l'ordre. Oui, mais là, on ne parle pas du couple. Oui. On parle des relations enfants. J'accepte. J'oublie ma question. Je suis suspendu à tes lèvres. Non, mais il peut y avoir des reproches qui sont plus masculins par rapport à la mère ou au père. Mais on n'entrera pas dans ce genre
de détails parce que c'est justement, si on marchait sur des œufs dans la relation homme-femme, on marche encore plus sur des œufs dans la relation parent-enfant, fils-mère, fille-père et vice-versa. Il y a toutes sortes de tensions qui peuvent exister dans ces liens-là. Garçon versus fille, frère versus frère, frère contre, ou avec mère, fille avec père. Et là, ajoute beau-frère, belle-sœur. Oui, ça de plus en à plus cause maintenant, avec la famille reconstituée, tu peux tout mêler ça. Le chum de ma mère, la blonde de mon père. Puis là, un tel s'est pas mêlé de ses affaires, puis son fils était mieux traité que moi, puis mon fils à moi n'était pas traité. On multiplie la difficulté du vivre ensemble par toutes ces considérations-là. Mais là, on en était sur la nature du reproche quand il a été mûrement réfléchi, quand on peut le reconnaître comme étant valable, parce que quand on a un reproche puis qu'on veut garder la relation, il faut en prendre soin. Il faut écouter, entendre comme parent. Le premier mouvement, c'est peut-être de refuser d'entendre le reproche parce qu'on aimerait donc avoir été des parents parfaits. Quand on admet qu'on ne l'a peut-être pas été, qu'on ne l'a certainement pas été, puis que nos enfants ont dû souffrir à quelque part de nos valeurs, de notre façon de les éduquer, c'est évident, moi, je l'admets avant qu'ils me le disent, que j'ai pas été 100% parfaite dans toutes les attentes qu'ils avaient sur moi. C'était impossible. Partant de ce constat, de cette affirmation, là, on part dans une position où on peut recevoir certaines critiques, reproches, blâmes, puis les évacuer. Moi, je ne souhaiterais pas que ça devienne une façon d'entrer en relation. Tu m'as toujours dit ça, tu m'as jamais fait ça, tu m'as toujours traité comme ça. Il faut que la relation qu'on entretient avec son enfant comme avec son parent soit pas de la nature à « on sait bien ». Toi, tu prends pour lui, tu prends pas pour moi. Bon, il faut aller au-delà de ça puis permettre à l'enfant que l'on a ou que l'on est de devenir adulte. Mais je vais accueillir d'autant mieux les reproches que je suis en mesure, en pleine possession de mon identité. Oui, puis que je reconnais avant d'avoir fait des erreurs que je vais en faire. C'est peut-être la meilleure position parentale qu'on peut adopter. Mais à la limite, tu vas pas dire à ton enfant, je veux bien avoir des reproches. Tu n'as pas de reproches, Non, il faudrait pas exagérer. Mais quand même, on peut leur donner des suggestions. On peut donner des exemples. Des exemples.
Marie-Josée Roux, j'aime beaucoup la parabole de l'enfant prodigue ou du père prodigue. Bon, on la connaît. L'aîné, quand il a entendu de loin la musique, quand il a vu les danses, a refusé d'entrer. Et là, il a fait toute une tirade à son père. Tu m'as jamais donné un chevreau. C'est ça. Puis ton fils qui revient, ton fils, non pas ton frère, ton fils, mon frère, ton fils qui revient. Le père a donné une explication. Oui, mais il était mort. Oui, mais il est vivant. Ça n'a rien fait comme effet. Et qu'est-ce qui est de beau chez le père? Il n'a pas répété l'explication. Il n'a pas voulu une justification. Il lui a dit « rendons. » On ne sait pas par la parabole si l'enfant est entré, mais j'aime donc l'attitude du père. Il sort à la rencontre de l'enfant. Il donne l'explication. Et puis, il dit « rendons ». Je trouve donc ça beau qu'un parent soit assez adulte pour voir que l'autre est d'une souffrance énorme. Exactement. Il n'en tient pas compte, rendons. Alors, quelle est l'attitude la pire que le parent peut avoir en recevant un reproche? Il y en a quelques-unes. D'abord, nier les faits. Les victimes d'abus sexuels le disent souvent. On entend ça partout. Il n'a pas reconnu ce qu'il m'a fait. J'en viens même... Je reconnais, j'entends certaines victimes dire, j'en suis même venue à me demander si j'avais pas inventé ça, tu sais. Parce que le fait de nier l'accusation, le reproche ou l'événement, ça ébranle tellement l'estime de soi de la personne qui a ce genre de reproche-là à faire, par exemple. Donc, je comprends le père ou la mère, mais plus normalement, c'est le père, plus souvent qu'autrement, de nier parce qu'il peut faire face à la justice, il peut être mis en accusation. Bon, mais le plus difficile pour l'enfant, c'est que le père ou la mère qui était au courant nie les faits. Ou bien encore, les justifie, les ridiculise, c'était pas si pire que ça, c'était pas si grave que ça. Ben voyons donc voir comment tu as pu inventer ça. Les diminuer, dénigrer, déstabiliser la personne en ridiculisant la nature des faits. Ça, c'est les pires attitudes qu'on peut avoir. Même s'il concerne le frère, la sœur ou quelque chose qui est arrivé, des événements qui sont arrivés. Je me souviens d'un jeune qui avait trouvé affreux qu'on l'empêche de pleurer à la mort de son grand-père. Pour lui, ça a été de quel droit cette personne-là ne prend pas en considération ma peine. Mon grand-père est mort, j'ai le droit de pleurer, j'ai de la peine. Bon. Nier une émotion ou le droit à une personne d'avoir une émotion, nier un événement, c'est la plus mauvaise façon d'accueillir. La colère et la tristesse. Et c'est ça. C'est la plus mauvaise façon d'accueillir un reproche. Et les bonnes façons, Marie-Jo? Je dirais qu'une des très bonnes, c'est peut-être de ne pas répondre quand on n'est pas certain. Par exemple, un enfant, pour la première fois, nous avoue avoir eu une mauvaise expérience à l'occasion d'un événement que j'ai oublié. Je peux faire une recherche, vérifier auprès d'autres enfants, auprès de mon conjoint, auprès des personnes qui pourraient avoir été témoins, qu'est-ce qu'ils en pensent. On peut faire une espèce de petite enquête, ou bien dire à la personne, attends un instant, là, je comprends pas ça, si on se rappelle plus des faits, il vaut mieux prendre du temps avant de réagir que de dire, non, c'est pas arrivé. Je m'en rappelle plus. On est dans la commission Charbonneau.
des trous dans la mémoire. Ouais, là. c'est Oh, ça. oh. Mais il peut arriver... C'est un peu facile, ton histoire. Là. Non, mais il vaut mieux prendre le temps puis pas répondre tout de suite Attendez que je me rappelle. que de répondre en minimisant ou en accordant pas. Puis ça, c'est encore embêtant parce que sur la réponse, il peut y avoir là encore une interprétation de la part de la personne qui ne sera pas nécessairement en lien avec ma réaction, dans le sens où un enfant pourrait dire, ben là, tu t'en rappelles plus, on sait bien. Moi, tout ce qui m'arrivait, c'était pas important pour toi. Tu comprends? Qu'on peut ajouter à la gravité de l'événement. Alimenter le feu. Exactement. Mais bon, accepter qu'on ne se rappelle pas tout, qu'on ne sait pas tout, que l'autre peut avoir perçu aussi d'une certaine façon, interprété mal ou d'une façon biaisée mon intention. Mais souvent, la personne, elle s'attend juste à la reconnaissance des Mais faits. en t'écoutant, là, je pense, c'est arrivé au père Benoît Lacroix. Il écrivit avec Mme Esca. Et c'était leurs 2 photos sur la page du livre. Et le journaliste a dit « Et que vous faites un beau couple ». Il a répondu « Laissez-moi simplement d'y rêver ». Plus tard, j'ai dit « Père Benoît Lacroix, qu'est-ce que vous avez dit là? » Il dit « Moi, je n'ai jamais dit ça. » C'est ça. Bon, on peut finir par... ça, vois-tu, pas minimiser l'émotion de l'autre, la reconnaître parce qu'elle a le droit d'exister, elle est là. Demander pardon, s'excuser si on reconnaît qu'on a fait une faute, puis se permettre au besoin de dire, ben, peux-tu arrêter d'en parler, je me suis excusée. Parce que si ça revient, il y en a qui reviennent toujours, là, avec... mais là, je ne peux pas faire plus que de te demander de m'excuser. C'est trop tard, c'est terminé, je peux pas. Il y a une autre façon de mal réagir, c'est d'essayer d'acheter la paix par des récompenses, par des privilèges, par un peu d'argent, par une compensation affective, par l'héritage promis ou réel. Il y a toutes sortes de façons de compenser. Mais mon père s'est jamais excusé. Il avait un préféré, le 2e dans la famille. Il est décédé. À ses funérailles, mon père nous a dit avec une innocence, un naturel incroyable, « Je viens d'enterrer mon préféré. » Oui, mais ça arrive, Gérard. Oui, mais de le dire avec simplicité, pour lui, c'était comme un peu normal qu'il y ait des préférés. Il était normal parce que lui le faisait. Il était la norme. C'est ça, exactement. Là, tu touches un point. Quand ma famille est la norme, quand il n'y a rien qui se fait mieux que dans ce que je suis ou dans les relations que j'entretiens, c'est moi le point de référence, c'est nous le point de référence, ben c'est ça. Il n'y a pas moyen d'avoir fait d'erreur. Mais quand on peut se comparer, puis nos enfants, tôt ou tard, vont pouvoir se comparer, ben là, ils vont pouvoir trouver qu'ils ont été plus ou moins bien traités. Reconnaissons humblement que on a pu faire des erreurs, mais il y a un autre piège dans lequel on peut tomber aussi, c'est changer d'attitude envers cet enfant-là et se mettre à le privilégier, à le compenser, puis par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Puis là, ben, il est autant déstabilisé parce que lui, s'il arrive à changer notre attitude, je dirais, c'est encore l'infantiliser en refusant, en ne reconnaissant pas qu'on peut se parler d'adulte à adulte,
puis qu'on n'a pas à s'excuser, puis il n'y a pas nécessairement lui-même à s'excuser d'avoir mal vécu une situation. On en parle, on met un point final, on met ça derrière, puis on recommence sur des bases nouvelles. Moi, comme parent, j'aurais eu l'attitude de dire, je ne réagis pas aux reproches. Je leur dis à tout le monde, oui, vous avez raison, raison. En me disant que quand je vais être exposé dans ma tombe, là, ils vont dire, on avait-tu un bon père? Eh, mon Dieu! Puis là, ça va être à retardement, mais ils vont en mettre beaucoup. Moi, ça c'est mon attitude et j'en suis fier. Tu sais, pour des reproches passés, là, il y a moyen de dire c'est terminé. Quelqu'un qui revient toujours sur la même histoire quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans. Puis peut-être dédramatiser aussi. J'aime beaucoup le proverbe africain dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Au fond, les enfants aiment les parents, au fond. Et si on disait du mal des parents... Il les protégerait, il prend... Il faut donc dire souvent aux parents, il faut un peu dédramatiser. D'autant que l'enfant fait souvent de la projection. Oui. Maman, tu m'aimes pas, c'est que moi, je m'aime pas. Et aussi. 70% des relations sont un peu biaisées quand ils sont affectifs, comme dans la famille. C'est vrai. Il y a tout... Comment tu me dis c'est vrai? Dans le sens du bout des dents, c'est vrai, mais c'est très vrai. Oui, c'est très vrai. Tu as raison, Gérard. J'aimerais juste ajouter une dernière façon de mal réagir, c'est de ne pas supporter que l'enfant puisse faire de reproches, couper les liens, couper les ponts ou refuser à l'enfant le droit. À l'enfant, je parle d'un adulte aussi, là. On l'appelle enfant parce qu'il est dans un lien de père-mère et d'enfant. Mais de dire, bon, mais là, tu m'as reproché ça, je ne veux plus te voir. Je veux plus que tu m'appelles. Je veux plus que tu m'écrives. Terminé, merci, bonsoir. Si tu m'aimes pas, va-t'en chez vous puis reviens plus. Ça aussi, c'est une mauvaise façon de réagir dans le sens où ça se peut pas qu'on ait été parfait. Reconnaissons humblement qu'on a pu manquer à certaines... Et quand tu auras toi-même des enfants... Eh oui. Il y a ça aussi. Dire quand tu auras toi-même des enfants, tu comprendras. Mais là, ça rend le parent... Ou ne pas le dire quand il va avoir des enfants. De toute Maman façon, n'était pas si folle que ça. Exactement, ça va arriver. Ça va arriver quand il va avoir ses propres défis avec ses propres enfants, s'il y en a. Mais bon, on ne le voit pas lui souhaiter que ses relations ne soient pas très belles avec ses enfants. On ne va pas aller jusque-là. Ce sera une autre façon de mal réagir. C'est une des raisons pour lesquelles les enfants aiment tellement les grands-parents, parce que les parents disent à peu près toujours du bien de leurs propres parents, me semble-t-il. Et c'est pourquoi ils ont une relation affective si intense avec les grands-parents. Oui, parce que c'est un lien qui est très gratuit. Puis je pense que c'est ça que l'enfant demande. Si je comprends bien, toi, comme mère, ça va, mais comme grand-mère, c'est parfait. C'est ça que tu veux me dire, là? Mais je suis une grand-mère parfaite. Donne-moi un exemple comme quoi les enfants font rire les grands-parents. Oh, elle m'a fait rire, ma petite, cette année. Quand mon fils et ma belle-fille étaient à nouveau... allaient être parents et je ne le savais pas, mais il l'avait déjà dit à plusieurs membres de la famille. On voulait me faire la surprise à Noël. Ma petite fille qui se retrouve, on se retrouve toutes les deux seules à un moment donné. Quel âge? Elle avait 4 ans, presque 5 ans à cette époque-là. Elle me dit, grand-maman, il y a un... J'ai dit, qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? Elle dit, j'ai eu déjà une maison de poupées, j'ai eu une luge pour jouer dans la neige et il y a un secret, grand-maman. Maman va avoir un beau petit bébé dans son ventre encore cette année, mais il ne faut pas le dire à personne, grand-maman.
Marie-Josée, il y a un beau passage de l'Écriture qu'on mériterait d'entendre. Il est tellement beau. Jésus au temple, oui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Est-ce qu'on n'idéalise pas la Sainte Famille? Ben oui. Est-ce qu'on ne pense pas que tout a baigné dans l'huile, qu'il y avait de part et d'autre compréhension? On voit dans le texte que les parents n'ont pas compris l'enfant, l'enfant n'a pas compris les parents. Et c'est pas d'hier. Et pourtant, on essaie toujours de dire que nos enfants... Mais on est toujours frustrés qu'ils ne nous comprennent pas. Qu'ils nous comprennent pas. Qu'ils nous fassent des reproches. Évidemment, Bossuet appelait l'enfant Jésus l'enfant pas commode. Moi, je dois avouer que si mon père était débarqué dans le temple, en le ziotant, j'ai l'impression qu'il aurait chauffé le petit gars. Mais ce que je trouve beau aussi dans le texte, c'est Joseph dit rien. Et un homme, c'est calme, c'est pas ça. Mais j'en arrive au... Pourquoi me cherchez-vous? Il fait un reproche à son père, à sa mère. Ne saviez-vous pas que j'étais chez mon père? En clair, Joseph, tu n'es plus le père. T'oublies ça. C'est assez dur comme reproche. Souvent, les enfants n'ont pas un peu ce reproche-là aux parents. Tu n'es plus mon père. C'est pas dit comme ça, mais quand au centre d'achat, il était avec sa gang, le dos, puis il voit venir sa mère, est-ce que ça n'arrive pas qu'il se tourne la tête ou qu'il change d'allée? Oui, ou qu'ils disent « Oh non, pas elle ». Oui, mais vois-tu, l'idéal et la réussite d'un parent qui a bien réussi l'éducation de son enfant, c'est quand ça advient. Dans le sens où, le jour où l'enfant n'a plus besoin de son parent, il est devenu un adulte. Et pourtant, ce jour-là, nous, comme parents, on change d'identité. C'est tellement déstabilisant qu'on s'en remet pas. Mais pourtant, c'est la preuve qu'on a bien fait notre travail parce que oui, à partir de ce moment-là, notre enfant peut se passer de nous. Et c'est ce qu'on a fait durant toute son éducation, le mener à prendre lui-même ses décisions selon ses valeurs à lui, ses priorités, sa culture, mais on n'y son arrive pas environnement. sans secousse. C'est sans sûr tremblement que de ça terre, nous déstabilise comme sans parents. incompréhension aussi. C'est Alors, sûr. c'est ce qu'on voit à l'exemple de Jésus. Il a grandi en taille, en sagesse. Mais c'est à partir et à travers des reproches, des incompréhensions. Exactement. C'est toujours une surprise de voir que nos enfants ne nous comprennent pas. Maman, pourquoi tu vas encore à la messe? Qu'est-ce qui te prend? Tu étais au 17e siècle, en marche vers le 16e. C'est difficile pour les parents de supporter une incompréhension. Et pourtant, on élève nos enfants pour
qu'ils finissent par être autonomes, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser le droit, la liberté de devenir qui ils veulent devenir. Oui, ça, je suis d'accord avec ça, mais c'est le moyen, le chemin pour y arriver, il est chaotique. Oui. Il est montant, il est mais essoufflant. nécessairement, un jour, ils ne vont pas répondre à nos attentes. Oui. Ils ne vont pas répondre à nos besoins. Je trouve ça un petit peu terrible que Jésus soit resté au temple sans envoyer un fax, message ou quelque chose du genre, ou un avertissement. En disant « Calmez-vous, je suis en sécurité ». Il me semble qu'il a manqué de cœur, mais c'était au fond extraordinaire comme délicatesse pour sa mère. Un jour, elle va le perdre. C'est sûr. Et elle va le retrouver le troisième jour. C'est tout ça tellement beau que Jésus ait fait cette démarche-là. C'était préparer sa mère à l'espérance de Pâques. Je l'ai déjà perdue, je l'ai déjà retrouvée, pourquoi pas encore? Je trouve ça très beau. Et ce qui m'a toujours un peu bouleversé, c'est qu'il ne dit pas, ne saviez-vous pas que j'étais chez mon père et ma mère, mais chez mon père. Joseph a eu sûrement un coup de poignard dans le cœur, puis Marie aussi par intérêt, par proximité. Ce que je trouve de beau, c'est que Marie n'a jamais eu ça sur le cœur, mais dans le cœur. Elle retenait tous ces événements, les méditant dans son cœur. Et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. On a tellement de choses sur le cœur et c'est pas la bonne place. Pourquoi est-ce que mon enfant a répondu ça? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Et ainsi de suite. C'est autant de reproches verbaux, non verbaux, mais de savoir que je dois avoir ça sur le cœur, non, dans le cœur. C'est une façon de dire, mon petit Pete, je te comprends pas, mais je t'aime. C'est ça. Pour moi, ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans une famille. Je te comprends pas, on se comprend pas, mais on se partage le même gâteau. C'est pour moi tellement révélateur de l'amour véritable du Père. Il y a une façon de prendre des événements qu'on a sur le cœur puis de les mettre dans le cœur, c'est de les dire. Et juste le fait de pouvoir nommer ma tristesse, mon incompréhension, ma difficulté. Mais trouver le bon moment pour le dire. Voilà. Pas le matin en se levant, mais c'est le soir quand le taux de sucre est assez remonté. Tu sais que les enfants ne choisissent pas nécessairement le bon moment et pourtant les parents ont à accueillir certains mots durs parfois pour permettre à leurs enfants de commencer à les digérer, je dirais, à les amener dans le cœur plutôt qu'à les avoir sur le cœur. Marie-Josée, merci. Merci à toi. Et merci à Claude Saint-Pierre, en espérant que nous allons avoir à méditer ce beau passage de Saint-Luc, Marie dans son cœur. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci. Merci à toi.